Alors, troisième cas clinique. Vous voyez en consultation un patient âgé de 40 ans pour un essoufflement. Son symptôme est apparu il y a quelques mois. Initialement, il survenait pour des efforts importants, la course à pied en particulier, et depuis peu, ils se sont aggravés. Actuellement, la dyspnée arrive pour des efforts modérés. À l'interrogatoire, vous ne trouvez aucun antécédent personnel particulier. Il ne fume pas, n'a pas d'anomalie lipidique ou d'anomalie lipidique sur un bilan récent. L'interrogatoire poussé retrouve par contre des sensations de palpitation à début et fin brusque, parfois des épisodes de flou visuel apparus il y a peu. Vous apprenez que son père est décédé il y a quelques années alors qu'il avait 60 ans dans des circonstances peu claires, et que le patient est marié, qu'il est père de 2 jumelles, âgées de 5 ans et saines jusqu'à preuve du contraire. L'examen clinique du patient montre des bruits du cœur réguliers rapides à 100 par minute. Il existe un petit souffle systolique au 4e espace intercostal gauche, des râles crépitants des 2 bases pulmonaires, il y a une turgescence des jugulaires, un reflux hépatojugulaire et des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux. Première question, quel est votre diagnostic clinique? Quels examens complémentaires de première intention demandez-vous à ce stade du dossier? Interprété sous l'électrocardiogramme. Quel bilan étiologique demandez-vous? Sur le bilan étiologique, l'échographie cardiaque trouve une fraction d'éjection à 25%, une dilatation et une hypokinésie globale du ventricule gauche et du ventricule droit. Il existe une insuffisance mitrale centrale de grade 1/4. La pression artérielle pulmonaire systolique est à 60 mm de mercure et la pression de remplissage du ventricule gauche élevée. Si le bilan étiologique est négatif, quels traitements médicamenteux et quelles règles hygiéno-diététiques peuvent être utiles pour traiter ce patient? Si ces traitements ne sont pas efficaces et que le patient est hospitalisé de manière itérative pour les décompensations, quels autres traitements peut-on envisager? 6 mois plus tard, il est hospitalisé en urgence pour une ischémie aiguë du membre inférieur droit. On réalise un bilan cardiologique avec l'image suivante à interpréter. Question 8. Quel diagnostic sur la maladie initiale du patient, sachant que le bilan est négatif? Que dites-vous à la famille? Alors, première question, quel est le diagnostic clinique? Le patient se plaint d'une dyspnée d'effort crescendo et actuellement vous trouvez à l'auscultation des râles crépitants bilatéraux aux bases. Il y a aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite avec une turgescence jugulaire, un reflux hépatojugulaire et des œdèmes des membres inférieurs. Il y a donc des signes d'insuffisance cardiaque gauche et droite. Il s'agit d'un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Examen complémentaire de première intention à demander chez ce patient. Donc, il s'agit du bilan chez un patient arrivant en urgence pour insuffisance cardiaque. Donc, la première chose à doser, le ionogramme sanguin. Il faut doser l'anatrémie qui peut être abaissée dans les grandes insuffisances cardiaques. Plus elle est basse, plus il faudra proposer une restriction hydrique au patient et c'est un facteur de mauvais pronostic au long cours, l'hyponatrémie. Ensuite, l'urée et la créatinine sanguine, voir s'il n'y a pas une insuffisance rénale sous-jacente qui peut provoquer les œdèmes par exemple, ou s'il n'y a pas une insuffisance rénale secondaire à l'insuffisance cardiaque au bas débit. Dosage de la numération formule sanguine et des plaquettes. Les plaquettes pourront être utiles chez un patient hospitalisé avant la mise sous HBPM. À la numération formule sanguine, on va rechercher une hyperleucocytose. Dans un contexte infectieux, il peut s'agir d'une myocardite par exemple, ou une anomalie des globules blancs et des globules rouges. Le bilan hépatique complet va vous permettre de voir s'il y a un retentissement hépatique de l'insuffisance cardiaque droite. Dosage des enzymes cardiaques et de la troponine qui doit être systématique devant tout tableau d'insuffisance cardiaque chez un patient. Dosage du brain natriurétique peptide, élevé dans le sang en cas de distension aiguë du ventricule gauche. C'est un marqueur de l'insuffisance cardiaque qui est synthétisé par les cardiomyocytes. Plus il est élevé, plus le patient est en grande insuffisance cardiaque. Ce marqueur, qui est un diurétique, un peptide diurétique, n'est pas très efficace en tant que tel. Par contre, c'est un bon marqueur de l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on n'a aucun doute sur le diagnostic, ce dosage n'a aucun intérêt. Par contre, plus il est élevé, plus c'est pronostic de réhospitalisation, par exemple, à la sortie. Le reste du bilan des facteurs risques cardiovasculaires. Le patient dit qu'il a un bilan lipidique et glycémique récent, donc a priori, n'est pas à refaire. Vous pouvez le refaire si vous avez un doute. Les examens non biologiques qu'il faut faire. De première intention, un électrocardiogramme va vous permettre de voir si la tachycardie du patient est sinusale, va vous permettre de rechercher une cardiopathie sous-jacente, par exemple des signes d'infarctus ancien, une arythmie cardiaque. Une radio de thorax de face et profil à la recherche de signes d'insuffisance cardiaque, une cardiomégalie, une surcharge alvéolaire interstitielle bilatérale ou autre. Ensuite, examen très important, l'échographie cardiaque transthoracique va vous permettre d'analyser la cinétique du cœur, de voir l'épaisseur et les dimensions des cavités cardiaques, rechercher une maladie valvulaire, une maladie du péricarde, et va vous permettre aussi d'analyser les pressions de remplissage du VG et de mesurer les pressions droites. Autre examen qui va être très important chez ce patient qui se plaint de palpitations et d'épisodes de flou visuel, le Holter ECG des 24 heures. Donc enregistrement permanent de l'activité électrique du cœur va vous permettre de dépister des troubles du rythme cardiaque ou de la conduction paroxystique,
par exemple, dans le cas d'une cardiopathie dilatée, vous pouvez avoir des salves de tachycardie ventriculaire paucisymptomatique. Ici, l'exemple d'une radio de thorax d'un patient atteint de cardiopathie dilatée, où vous voyez la largeur du thorax et la largeur du cœur, qui fait plus de la moitié. Donc l'index cardiothoracique est supérieur à 1,5. Il s'agit donc d'une cardiomégalie. La pointe du cœur est sous-diaphragmatique, donc a priori développée aux dépens du ventricule gauche. Ici, on voit que les cul-de-sac pleuraux sont libres. Et il y a un discret syndrome interstitiel bilatéral. Le même patient, lorsqu'il a été hospitalisé pour un tableau d'insuffisance cardiaque congestive, on ne voit même plus le cœur tellement il y a d'œdème bilatéral et symétrique, donc un syndrome alvéolo-interstitiel avec ici et de l'autre côté également ici et là, un aspect de bronchogramme aérien. Donc ici, un tableau d'œdème aigu pulmonaire chez un patient ayant une cardiopathie dilatée. L'échographie cardiaque de ce patient est la suivante. Donc ici, c'est une coupe apicale des 4 cavités. La sonde d'échographie est par ici. Ici, la pointe du cœur, le septum interventriculaire, la paroi latérale et inférieure, la valve mitrale, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, la valve tricuspide et le ventricule droit se trouvent ici. Ici, on voit un pilier et des cordages mitraux avec la grande valve et la petite valve. Donc on note tout de suite une dilatation importante du ventricule gauche. Ici, en télésystole puisque la valve mitrale est fermée, avec un aspect globuleux sphérique du ventricule gauche qui est typique des cardiopathies dilatées. Ici, c'est simplement pour comparer avec une autre atteinte cardiaque qui peut donner aussi de l'insuffisance cardiaque, non plus une cardiopathie dilatée, mais une cardiopathie hypertrophique. La sonde d'échographie est toujours ici. Ici, il s'agit d'une coupe parasternale grand axe. Ici, c'est le septum interventriculaire, la paroi postérieure du ventricule gauche, la valve mitrale se trouve ici, l'oreillette gauche ici, la valve aortique est là et l'aorte initiale est ici. À cet endroit se trouve le ventricule droit. Donc vous voyez ici, par rapport à l'image précédente, une franche anomalie de l'épaisseur du muscle cardiaque, une hypertrophie très importante du ventricule gauche sur le septum et sur la paroi postérieure. Je vous remontre l'image précédente où on voit au contraire un amincissement très franc des parois ventriculaires dans le cadre de la cardiopathie dilatée. Donc les cardiopathies hypertrophiques, comme c'est le cas ici, peuvent se compliquer d'insuffisance cardiaque, non pas par troubles systoliques, troubles de l'éjection, mais troubles du remplissage. On parle d'insuffisance cardiaque diastolique ou à fonction systolique conservée. Donc, question suivante, interpréter son électrocardiogramme. Donc on prend toujours par le début, voir si le rythme est sinusal. Donc on regarde par exemple en V1, on voit des ondes P bien visibles avant chaque QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P, donc un rythme sinusal. Le rythme ensuite est régulier, les QRS battent à une fréquence régulière qui est aux alentours de 80-100 par minute. Donc rythme sinusal est régulier. Ensuite, l'axe des QRS, ils sont très positifs en D1, très négatifs en AVF, donc un axe dévié à gauche. Lorsqu'on a un axe dévié à gauche, il peut s'agir d'un hémibloc antérieur gauche ou alors d'une déviation axiale gauche secondaire à une pathologie cardiaque gauche, qui peut être soit un bloc de branche gauche, donc on va tout de suite regarder, les QRS sont fins, il n'y a pas de bloc de branche gauche, soit une hypertrophie ventriculaire gauche. On va voir ensuite que le patient a une HVG. Ensuite, on analyse les ondes P. Elles sont positives en D2, positives en V1, sans signe d'hypertrophie auriculaire gauche, donc elles sont normales. L'espace PR est normal, il n'y a pas de bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Ensuite, la présence d'une onde Q isolée en V1. Et ensuite, on voit un rabotage des ondaires en antérieur qui est dû à l'hypertrophie du VG. La largeur des QRS est normale, il n'y a pas de bloc de branche. Et la repolarisation des ondes T négatives dans les dérivations latérales qui sont dues à l'HVG, qu'on retrouve aussi en D1 et AVL. Ensuite, l'indice de Sokolov. On additionne l'onde S en V1 ou en V2 et l'onde R en V5 ou en V6 et on voit tout de suite qu'il est supérieur à 35 mm, donc il y a une HVG importante. Donc chez ce patient, on a un rythme sinusal irrégulier rapide, une tachycardie sinusale, possiblement une hypertrophie auriculaire gauche, mais c'est peu évident. Le PR est normal, il y a par contre une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, puisque les ondes T sont négatives, et que l'indice de Sokolov est à plus de 35 mm. Déviation axiale gauche en rapport avec l'HVG, et l'anomalie de la repolarisation, les ondes T négatives en latéral, également relatives à l'HVG. Question suivante, quel bilan étiologique demander ? Donc c'est la question du bilan biologique et non biologique qui peut permettre de faire diagnostic d'une cardiopathie dilatée. Donc, première anomalie qui peut être responsable d'une cardiopathie dilatée, la dysthyroïdie, l'hypo ou surtout l'hyperthyroïdie. Donc il faut systématiquement doser la TSH et en cas d'anomalie T3 et T4. Ensuite, l'hémochromatose peut donner des cardiopathies dilatées. Donc là, il faudra faire un bilan martial complet, en particulier doser le fer sérique et la ferritinémie. Autre anomalie biologique qui peuvent être responsables de cardiopathie dilatée, les déficits vitaminiques en thiamine et en B12, mais c'est très très rare.
Enfin, il faut dépister une cardiopathie éthylique. Donc pour ça, en dehors de l'interrogatoire, on peut avoir des marqueurs secondaires comme le VGM, les gamma-GT. Il faut dépister des maladies systémiques qui peuvent être responsables de cardiopathie dilatée, en particulier la sarcoïdose. Donc il faudra doser en première intention l'enzyme de conversion de l'angiotensine et la calcémie. Il faut dépister d'autres maladies de système comme un lupus érythémateux disséminé, éventuellement une polyarthrite rhumatoïde. Donc il y a d'autres facteurs qu'on peut doser. Au niveau radiologique, il faudra dépister une cardiopathie ischémique. Donc pour ça, on peut faire soit une coronarographie d'emblée, soit un scanner coronaire qui est un peu moins invasif et qui est de plus en plus réalisé dans cette indication. Avant, on pouvait faire également un test d'ischémie. Si le test d'ischémie était négatif, on s'arrêtait là. En cas de positivité, on faisait une coronarographie. De plus en plus, on a recours au scanner coronaire en première intention. Autre examen qui se fait de plus en plus, l'IRM cardiaque. Cet examen peut vous donner une excellente analyse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. C'est à l'heure actuelle l'examen de référence pour ça. Il va vous permettre surtout de dépister, après injection de gadolinium, des zones de micro-infarctus et des zones de myocardite. Donc il peut s'agir, cet examen peut permettre de dépister des cardiopathies dilatées secondaires à des myocardites ou à des micro-infarctus passés inaperçus. Dernier examen qui sert surtout pour le pronostic des patients, le Holter ECG, vous permet de dépister en cas de cardiopathie dilatée des troubles du rythme paroxystique qui pourraient nécessiter de la mise en place d'un défibrillateur par exemple. Le bilan du patient retrouve donc un ventricule gauche dilaté hypokinétique, le ventricule droit est également dilaté hypokinétique, la fraction d'éjection est à 25%, il y a une hypertension artérielle pulmonaire avec une PAPS supérieure à 30 mm de mercure, la pression de remplissage du VG élevée. Si le bilan étiologique est négatif, quels traitements médicamenteux et non médicamenteux vont être utiles? Donc, il s'agit du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, il faut toujours commencer par les règles hygiéno-diététiques, les traitements non médicamenteux. Tant que possible, il faut corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Ici, ce patient n'en a pas, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Première chose, le régime. En général, un régime sans sel lorsque le patient est hospitalisé ou en cas de poussée. En dehors des poussées, on tolère 2 à 4 grammes de sel par jour. Ensuite, il faut préconiser une activité physique régulière, modérée. Donc on peut faire ça en milieu hospitalier, en réadaptation cardiovasculaire à l'effort. Ensuite, les traitements médicamenteux, là on va faire la différence entre ceux qui traitent les symptômes et ceux qui permettent de diminuer la mortalité et la morbidité. D'abord les médicaments symptomatiques. Le premier d'entre eux, c'est le traitement par des diurétiques de l'ANS. Donc ceux qui vont permettre d'uriner de l'eau et du sel, de permettre de soulager la surcharge hydrosodée des patients. Donc on peut utiliser par exemple l'Azilix ou le Burinex à la dose la plus faible possible, celle qui permet de contrôler les signes. Plus la dose est élevée et moins on pourra donner de doses importantes des autres médicaments. Donc là, il faut essayer de trouver la dose la plus basse possible. En général, c'est 20 ou 40 mg de l'Azilix. Autres médicaments qui peuvent être utiles pour traiter les symptômes mais qui n'améliorent pas forcément le pronostic, les dérivés nitrés, avec leur effet vasodilatateur veineux. Maintenant, les médicaments qui ont l'AMM et qui font baisser la mortalité. En premier d'entre eux, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Tous ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque. Il faut les donner à la dose la plus haute possible. Par exemple, le perindopril à la dose de 8 mg. Ils ont l'indication et l'autorisation de mise sur le marché dès le stade 1 de la NYHA en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. Seulement en cas d'intolérance aux IEC, on peut donner des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Ceux qui ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque, c'est le candesartan. Les deux molécules, donc c'est le Kenzen ou l'attaquant. Autres médicaments ayant l'AMM dans l'insuffisance cardiaque chronique, les bêta-bloquants cardiosélectifs. Les deux les plus donnés sont le carvedilol, Credex ou le bisoprolol cardanciel. Là par contre, l'introduction devra se faire à distance d'une poussée, en l'absence de signes d'insuffisance cardiaque congestive, et sous surveillance clinique électrocardiographique. On débute par la plus faible dose possible et on augmente les doses par palier environ hebdomadaire pour obtenir la dose cible. Par exemple, pour le cardanciel bisoprolol, ça sera 10 mg. Autre classe médicamenteuse ayant l'AMM dans l'insuffisance cardiaque, à partir du stade 3 de la NYHA, un peu plus tôt en cas de cardiopathie ischémique, les antialdostérone. Donc le plus utilisé, c'est la spironolactone ou aldactone à dose de 25 mg par jour. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a une association entre différents diurétiques, de l'ANS antialdostérone, d'IEC ou parfois d'AA2. Donc il faudra faire très attention à la fonction rénale et à la kaliémie, ne pas tomber dans l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc tous ces traitements nécessitent une surveillance biologique rapprochée. Autres médicaments qui n'ont pas forcément d'AMM et qui peuvent se discuter, en cas de grande cardiopathie dilatée, en cas de présence d'un thrombus intracardiaque ou d'arythmie supraventriculaire paroxystique, on peut donner les antivitamines K
ou à défaut des anti-agrégants plaquettaires. Donc ça se discute au cas par cas. En cas d'arythmie, on peut discuter l'accord d'Aaron, on peut discuter les digitaliques à viser légèrement inotrope positive ou en cas de fibrillation auriculaire permanente pour la ralentir. Ici, c'est un tableau qui reprend les recommandations actuelles de la Fédération française de cardiologie. Donc en haut, on a les classes médicamenteuses, les IEC, les diurétiques, les bêta-bloquants et l'antialdostérone. Dysfonction VG asymptomatique, c'est le stade 1 de la NYHA. Donc on voit que dès ce stade, on peut donner des IEC et que les autres médicaments n'ont pas d'AMM en dehors des bêta-bloquants et encore seulement dans le post-infarctus. Stade 2 de la NYHA, association de deux médicaments recommandés, bêta-bloquants et IEC. En cas de symptômes, des diurétiques, mais pas d'indication aux antialdostérone. Stade 3 de la NYHA, IEC, bêta-bloquants et antialdostérone indiqués et obligatoires. En cas de stade 4, donc dyspnée de repos, œdème aigu pulmonaire, tous ces médicaments sont indiqués, avec en plus des diurétiques en cure, voire des inotropes positifs. Question suivante. En cas d'efficacité d'un traitement médicamenteux maximal, si le patient est hospitalisé de manière itérative, qu'est-ce qu'on peut envisager comme autre traitement? Donc là, on passe au traitement non médicamenteux. Donc dans l'ordre, on va d'abord parler de stimulation cardiaque et ensuite de greffe cardiaque. D'abord la stimulation cardiaque. Donc depuis quelques années, on met de plus en plus de pacemakers de resynchronisation. Donc il ne s'agit pas d'un pacemaker double chambre classique. Il s'agit d'un pacemaker qui va permettre de remettre, de se contracter en même temps le ventricule gauche et le ventricule droit. On va voir un petit peu après comment ça marche. Autre technique de stimulation mise en place d'un défibrillateur automatique implantable. Donc ils sont indiqués chez tous les patients qui ont une grande déchéance myocardique, quand la fraction d'éjection est à moins de 35%, surtout s'il s'agit de sujets jeunes, surtout s'il s'agit de sujets ayant des troubles du rythme ventriculaire soutenus au holter. En plus de ces traitements, on pourra proposer une greffe cardiaque, évidemment si le sujet est jeune et s'il n'y a pas de contre-indication à la greffe, donc il faudra faire un bilan complet. En attendant la greffe cardiaque, on pourra proposer une assistance au patient. L'assistance au patient, c'est un dispositif qui permet de prendre le relais du cœur, de le mettre au repos. Donc ça nécessite une technologie lourde et en général une hospitalisation. Il y a différents types d'assistance. Il peut s'agir d'un ballon intra-aortique qui se gonfle à chaque diastole et qui est posé par voie artérielle fémorale. Il peut s'agir d'une mini CEC ou extracorporelle life support, une pompe extracardiaque avec une voie d'abord fémorale artérielle, une voie d'abord fémorale veineuse qui permet de relayer en fait le cœur dans son rôle de pompe. Donc ça, il s'agit bien sûr d'un système qui pourra être utilisé assez longtemps, mais en structure hospitalière. La contrepulsion également en structure hospitalière, mais pas très longtemps puisque c'est quand même très invasif. Autre système d'assistance, les assistances ventriculaires, où ici on est directement au contact du muscle cardiaque, qui peuvent être bi- ou monoventriculaires. Là, il y a des systèmes qui peuvent être de petit calibre et avec lesquels les patients peuvent rentrer chez eux en attendant la greffe cardiaque. Alors, on reparle un tout petit peu de la stimulation cardiaque. D'abord, le pacemaker de resynchronisation. Les indications actuelles, c'est en cas de traitement médical maximal bien suivi et inefficace, en cas de fraction d'éjection inférieure à 35-40%, et seulement s'il y a des QRS très larges, un bloc de branche avec des QRS à plus de 120 millisecondes. C'est chez ces patients-là qu'on a mis en évidence un intérêt à la stimulation cardiaque biventriculaire. Ensuite, le défibrillateur automatique implantable, donc réservé aux sujets a priori jeunes, ayant des troubles du rythme ventriculaire soutenus au holter, ayant une fraction d'éjection à moins de 35%. Donc il s'agit d'un dispositif qui est posé sous anesthésie locale en sous-clavier, gauche ou droite, avec un boîtier relié à une sonde qui est à la pointe du ventricule droit. Cette sonde est vissée dans le muscle ventriculaire droit. Elle va permettre de détecter des troubles du rythme ventriculaire. La détection est transmise au boîtier qui, en cas d'analyse de l'arythmie, s'il confirme qu'il s'agit d'une arythmie ventriculaire, va pouvoir délivrer un choc électrique interne. Ici, le même patient avec une radio de thorax, où on voit dans l'aire sous-clavière droite la grosse boîte du défibrillateur et ici la sonde qui va à la pointe du ventricule droit. Le pacemaker de resynchronisation, en cas de bloc de branche gauche complet, il s'agit donc d'un asynchronisme de contraction entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Le ventricule droit se contracte en général en premier. Et on sait qu'en resynchronisant les ventricules chez certains patients, donc il faut vraiment que les QRS soient très larges, par un pacemaker qui est également posé par voie sous-clavière, avec une sonde à la pointe du ventricule droit et une autre sonde qui passe par le sinus coronaire à la pointe du ventricule gauche, ou plus souvent à la paroi latérale, on peut synchroniser la contraction des ventricules et gagner un petit peu en débit cardiaque. Ici, la radiothorax d'un patient qui a en sous-clavier un boîtier qui fait à la fois défibrillateur, puisqu'on voit ici la sonde de défibrillateur à la pointe du VD, qui fait à la fois pacemaker ventriculaire droit,
auriculaire droite, et il y a également une sonde ventriculaire gauche qui passe par ici. Donc le même patient peut avoir à la fois un défibrillateur implantable et un pacemaker de resynchronisation. Ici, une photo de différents dispositifs d'assistance. Ici, donc, le mini Thoratec. Ici, donc, une coupe anatomique. On voit ici le ventricule gauche du patient et le ventricule droit. Ici, le dispositif extracorporel avec une pompe dans le VG, une pompe dans le VD qui permet de prendre le relais du cœur pendant une durée indéterminée en attendant la greffe. La greffe cardiaque maintenant, donc c'est le seul traitement curatif de l'insuffisance cardiaque terminale. Évidemment, le premier problème, c'est la pénurie de greffons. Il y a de moins en moins de greffons, de moins en moins de donneurs. La survie à 5 ans est très bonne, puisqu'elle est de plus de 80%, mais elle nécessite un traitement immunosuppressif qui est assez lourd, avec comme problème majeur le rejet et comme autre problème les infections et la survenue de tumeurs sous traitement immunosuppresseur. Les indications de la greffe, fraction d'éjection aux alentours de 20%, une VO2 max, consommation maximale d'oxygène à l'effort à moins de 14 ml/min, et évidemment, si le traitement médicamenteux est bien suivi et inefficace, et la greffe, on le comprend compte tenu de la pénurie de greffons, est limitée aux sujets assez jeunes, en général moins de 65 ans. Comment se déroule une greffe cardiaque? Il y a une thoracotomie qui permet d'extraire l'ancien cœur du patient, et le nouveau cœur est suturé sur les cloisons auriculaires du patient qui sont laissées en place. Donc ce n'est pas une grosse chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie qui est assez simple. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les suites opératoires. Question 7. Le patient est hospitalisé pour une ischémie aiguë du membre inférieur quelques mois plus tard. Ici, il s'agit d'une échographie cardiaque transthoracique avec toujours la coupe apicale et 4 cavités. La sonde est par ici, le sternum est là. Donc ici, on a la pointe du ventricule gauche, la paroi latérale inférieure, le septum interventriculaire. On constate ici qu'il y a une masse arrondie hyperéchogène appendue au septum interventriculaire ou à la pointe du ventricule gauche. Cette masse a l'air assez mobile en grelot. Il s'agit très probablement d'un thrombus ventriculaire gauche. Donc dans le contexte d'ischémie aiguë de membre, il s'agit probablement d'un thrombus intravégé, compliquant une cardiopathie dilatée en bas débit, compliqué ce thrombus d'une embolie artérielle périphérique et donc d'une ischémie de membre. Dernière question, quel diagnostic sur la maladie initiale du patient, sachant que le bilan étiologique est négatif, et que faire au niveau familial? Seulement lorsque le bilan étiologique est négatif, on peut parler de cardiopathie primitive ou idiopathique, sachant qu'il s'agit en vérité le plus souvent de formes familiales. Donc il faudra faire une analyse génétique chez le patient et chez les apparentés directs. Chez les apparentés directs, ce qui est indiqué, ce n'est pas forcément de faire une analyse génétique tout de suite, c'est d'abord un examen clinique, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque de dépistage. En cas d'anomalie, chez plusieurs membres de la même famille à l'électro et à l'échographie cardiaque, là par contre on peut faire une analyse génétique, doser en particulier tous les marqueurs du couplage excitation-contraction et traiter le plus tôt possible les membres de la famille qui sont malades. L'intérêt du dépistage génétique, c'est avant des grossesses ultérieures, éventuellement de proposer des interruptions de grossesse dans certains cas.